Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous portez-vous? Bien, j'imagine, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour le dernier numéro de Dingue de Sport de cette semaine. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport parle de la CAN 2021 de football. La compétition est à l'étape des quarts de finale. À partir de demain, on aura Gambie, Cameroun à 16h, Burkina Faso, Tunisie à 19h, puis dimanche, Égypte, Maroc et Sénégal, Guinée équatoriale. Football féminin, la D1 saison 2021-2022 s'ouvre le 5 mars. Atleta remet donc son trophée en jeu. D1 national de football, l'acte 10 se dispute ce samedi et dimanche. Le sommet dans la poule à Rest Gomido, dito au grand stade de Palimé. Les robots rouges doivent au minimum faire un match nul pour garder leur fauteuil de leader. L'on n'oublie pas le match Boulessou à Estogopora à Néo. Les requins mâles ont besoin de points. Dans la poule B, Asco est opposé à la Esbina au moment où la SCK reçoit Cacadel de Défalé. Dingue de Sport. Mise en onde de Roméo et Thor, vidéo. C'est Sir Von Elam. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, Dingue de Sport, le dernier numéro de cette semaine. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 33e édition. Vous savez que les huitièmes de finale viennent d'être disputés et on va pouvoir donner la parole à l'homme de la rue, comme on les appelle. Voilà, ils vont se prononcer sur les huitièmes de finale. Le match le plus intéressant de ces huitièmes finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, moi je dirais tout simplement à mon humble avis que c'était la rencontre Cameroun-Comores. D'autant plus qu'on a vu tout ce qui a émaillé cette rencontre, surtout avec la situation des joueurs des Comores, les trois gardiens surtout, qui ont été déclarés positifs à la Covid-19. Et tout le monde a voulu s'intéresser à cette rencontre pour voir ce que cela allait donner, surtout avec un joueur de champ dans les buts des Comores. Je pense que le match a été très intéressant. On a vu le contenu de cette rencontre où les joueurs des Comores, qui ne sont pas forcément issus des grands clubs, ont dérangé énormément cette grande formation camerounaise et qui l'a finalement emporté sur un score de 2-1. Mais en voyant le contenu de cette rencontre, je pourrais dire tout simplement que c'était la rencontre la plus intéressante. Ce n'est pas aussi évident pour une petite nation de football qu'est les Comores de tenir tête à la grande formation camerounaise, mais ce fut fait. On a vu tout ce que le joueur transformé en gardien a fait dans les buts des Comores et cette formation comorienne qui s'en est sortie de cette compétition avec 3 joueurs élus meilleurs hommes du match. Le match Cameroun-Comores a été pour moi la meilleure rencontre. Jusque-là, toutes ces rencontres qui ont été disputées, je pourrais dire que l'autre rencontre qui a traîné de monde, qui a été beaucoup plus intéressante, on l'a vu hier entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. On a vu 2 formations physiquement prêtes qui ont joué crânement leur chance de bout en bout et au finish, il a fallu la séance fatidique des tirs au but pour se départager et 5-4 en faveur des Pharaons devant les éléphants. Je pense que c'était la meilleure rencontre bien fournie où on n'a pas vu un arbitrage aussi décrié comme les précédentes rencontres, mais globalement dans toutes les rencontres de ces huitièmes de finale, je dirais que le match le plus intéressant a été le match Cameroun-Comores. Du match Gabon-Burkina Faso au match Mali-Guinée équatoriale, on a assisté à de très bons matchs, on a assisté à de très belles rencontres, on a eu du spectacle de part et d'autre. Et le match qui a beaucoup plus retenu mon attention, c'est cette affiche-là, Côte d'Ivoire, Égypte. C'était une affiche de rêve, c'était une finale avant la lettre et on n'a pas été du tout desservi. La preuve, ce sont les tirs au but qui ont départagé ces deux nations-là, prêtes à aller chercher la victoire pour leurs supporters. Malheureusement, la chance a choisi le côté égyptien. Dire que c'est l'équipe qui a beaucoup plus géré son émotion dans cette séance de tirs au but. On a vu Eric Bailly n'était vraiment pas concentré. Pour moi, ça a été mal tiré, son tir au but. Bravo à cette équipe égyptienne qui, mine de rien, lors des matchs de poule, n'a pas montré ce visage-là et
hier, on a vu que sa capacité de résilience a fini par payer aux tirs au but. Félicitations aux Pharaons qui ont monté en régime, qui ont montré un tout autre visage. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire va devoir rentrer pour aller préparer le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Félicitations à Mohamed Salah et les siens. Pour moi, l'Égypte devient naturellement un favori potentiel pour aller chercher le Graal final. Le match que j'ai trouvé intéressant était le match Guinée-Gambie parce que sur le papier, les Guinéens étaient favoris. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, c'était la Gambie qui s'est montrée plus incisive et plus dangereuse, notamment sous l'impulsion de Baron. Les attaquants, les Guinéens ont eu du mal à placer leur jeu face à une Gambie très très bien organisée, déterminée. Et à la fin, c'est la Gambie qui remporte le match. On s'entendait pas à ça, mais moi j'ai aimé la détermination, la concentration des Gambiens. C'était bien. Pour moi, le match le plus impressionnant durant ces huitièmes de finale, c'est le match entre le Cameroun et les Comores. Les Comoriens ont été très très touchés par la pandémie du coronavirus. Presque la moitié de l'équipe a été touchée. Les Comoriens ont même fait jouer un joueur du champ à la place du gardien parce que les gardiens ont été touchés par le coronavirus. Donc, en plus de ça, dès la 7e minute de jeu contre le Cameroun, les Comoriens ont écopé d'un carton rouge, ce qui les a obligés à jouer à 10 contre 1 presque durant tout le match. Malgré tout cela, les Comoriens ont réussi à livrer un beau match contre le Cameroun, pays organisateur. Donc, être dans cette situation où tout est contre vous et jouer un si beau match devant le public camerounais, c'est quelque chose de très louable. Je considère ce match comme le match le plus impressionnant durant ces huitièmes de finale. C'est le plus beau match en termes de détermination parce que j'apprécie énormément le courage et la détermination des joueurs comoriens. Bravo Comoriens, bravo football africain. Le match qui m'a le plus marqué lors de ces huitièmes de finale, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot de par leur intensité ou par rapport à l'affiche, notamment Nigeria-Tunisie, Guinée-Gambie, Burkina-Gabon ou Côte d'Ivoire-Égypte. Mais j'ai un coup de cœur pour Cameroun-Comores. Pourquoi ce match? Déjà à cause du contenu de la rencontre en elle-même, mais aussi et surtout à cause de la petite histoire qui a enrobé l'avant-match. Je rappelle que l'équipe comorienne a été décimée par la Covid, l'amenant à se passer de plusieurs joueurs cadres, de son coach et de tous ses gardiens de but, au point d'avoir recours à un joueur de champ durant toute la rencontre, au début de laquelle d'ailleurs elle perd encore son capitaine à la suite d'un carton rouge. Mais au-delà de toutes ces mésaventures, elle a su quand même tenir la trachée haute au Cameroun. Voilà, ce sont ce genre de matchs et références-là qui font qu'on aime le foot. Avec toutes ces émotions, cette passion, cette magie à en faire rêver les plus jeunes. Et ces matchs-là qui écrivent surtout de belles pages de l'histoire du foot africain. Certes, ça ne s'est pas terminé en happy end pour le petit poussé qui était la sélection comorienne, mais ils ont su quand même marquer les esprits et cette CAN par leur passage. Le match qui m'a le plus impressionné au cours de ces huitièmes de finale, c'est bien évidemment le match Côte d'Ivoire-Égypte. En termes de valeur des équipes, de valeur des joueurs, il y a eu aussi le match Nigeria-Tunisie. Mais les Nigériens, avec un joueur en moins face à ces Tunisiens, n'avaient plus beaucoup de chance. En plus, les Tunisiens ont gagné par un score de 1-0 et c'était dans le temps réglementaire. Alors que le match Côte d'Ivoire-Égypte, ils sont partis aux prolongations et jusqu'au tir au but. Les Ivoiriens, ils ont dominé le début de la première mi-temps. Les Égyptiens ont repris le dessus. La deuxième mi-temps, chaque équipe a eu son lot d'occasions. Le match était plaisant quand même. Les Égyptiens ont gagné au tir au but. J'aurais bien aimé que les Ivoiriens passent, mais c'est le football. Voilà, donc la réaction de l'homme de la rue, comme on le dit, c'était devant vous, Angelo Folikoé. Il y en a qui ont retenu ce match entre le Cameroun et les Comores, d'autres la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Voilà le match entre le Maroc et puis le Malawi. Vous partagez leur avis, c'était des matchs intéressants à vos yeux? Surtout par rapport au contexte, hein. On se rappelle le cas de Cameroun-Comores, surtout que cette sélection comorienne était arrivée au quart de finale avec une kyrielle de personnes covidées. Amir Abdou, l'entraîneur, le meneur d'hommes presque de cette sélection, n'était pas présent. Vous avez également le portier, les trois portiers, dont Ali Amada et puis Ben Bouana, blessé
blessé entre guillemets, qui n'était pas du tout là. Et puis voilà, c'est Tchaker Aladour qui prend le costume de gardien avec ce dossard-là fabriqué dans son dos grâce à des sparadraps ou ce que vous voulez. Ils ont été même sanctionnés. Exactement. Bon, ça se comprend. Bon, mais même si c'est des choses que moi je trouve pas aussi importantes, mais toujours est-il que la philosophie de jeu et surtout l'entrain proposé par cette équipe comorienne, elle n'a jamais eu froid aux yeux face aux Camerounais. Elle a joué yeux dans yeux, comme on dit, face aux Camerounais. N'eût été, voilà, ces situations-là. Je pense que s'il y avait Ben Bouana dans les perches et les Comores jouaient à 11 contre 11 face au Cameroun, les Lions devraient souffrir. Voilà, ce qui est bien réel. Égypte, Côte d'Ivoire aussi. Oui, quand on prend les affiches et de façon individuelle, vous prenez les cartes de visite des uns et des autres. En tout cas, c'est un match, même quand vous l'écoutez déjà, vous vous dites que je dois être prêt et vivre cela de mon vécu. Bon, la dernière fois, les Ivoiriens peut-être ont trop fêté la qualification ou bien l'élimination de l'Algérie. Ils se sont pas remis de leurs émotions. Ils ont certes essayé dans la partie, mais bon, on pourra dire que c'est le coup du sort. Tir au but, l'Égypte a été beaucoup plus précis. C'est aussi ça, les tirs au but. Ouais. Vous prenez 5 joueurs égyptiens, les 5 ont tous transformé leur tir, sauf que Bailly, lui, a décidé de ne pas trouver l'inspiration qu'il faut. Ouais, pourquoi voulait-il jouer comme Jorginho? Mais je me pose la question. Il faut avoir une dimension technique assez intéressante pour réaliser ce genre de geste. Apparemment, il était confiant de faire quelque chose d'assez extraordinaire, sauf que ça n'a pas réussi. Mais je pense également que Abou Gabal était bien sur ses pieds. Il a juste touché le ballon du bout des gants. Ouais. Sinon, c'était un tir cadré. Mais bon, comme toujours, le sort malheureusement sur la barre. Voilà, le sort malheureusement ne permet pas à Eric Bailly de permettre à sa sélection d'aller un peu plus loin. Mais bon, la Côte d'Ivoire rentre à la maison. Mais pour moi, je me dis, en 2023, dans quelques mois... Dans un an et demi. Exactement. Donc, la Côte d'Ivoire va mieux se préparer pour cette compétition-là. On espère que le Togo également y sera. C'est pas loin. Hein. c'est juste dans le corner. Alors, voilà, c'était les huitièmes de finale. On se positionne maintenant sur l'écart avec deux matchs intéressants qui vont venir aussi demain déjà à partir de 16h. Ce sera Gambie-Cameroun. Tom Saint-Fit et ses hommes sont très confiants. Les tests ont été réalisés et cette fois-ci, ils sont négatifs. Hein. Voilà. C'est ce qui enflamme un peu la toile parce qu'on s'attendait peut-être à ce qu'on dénote encore des cas de Covid côté gambien, mais non, il n'y a pas du tout de Covid côté Scorpion. Je pense que cette équipe-là, oui, elle ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle va jouer cette rencontre dans la peau d'outsider. Elle va se dire que tiens, nous sommes face certes au pays organisateur, au même moment, ça produit une certaine adrénaline et on a envie de mieux faire. Attention, les Comores, leur force, les Gambiens, les Scorpions, leur force, c'est un collectif qui ne dit pas son nom. Chacun joue l'un pour l'autre et vous prenez Moussa Barrow qui est un baroudeur qui est capable de casser en une touche de balle toute une défense, et surtout cette défense camerounaise qui, à chaque rencontre, a pris un but. Et donc, c'est un signal pour cette équipe gambienne qui est capable de renverser les choses. Maintenant, est-ce que le Cameroun, porté par son public, son président de fédération et toutes les motivations financières qui sont autour de chaque match, tout ça va les aider à produire un autre jeu? Je me pose la question. Au même moment, d'autres sélections n'ont pas besoin de faire un jeu flamboyant. Pour eux, marquer un but de plus que l'adversaire leur suffit. Est-ce qu'en faisant le football comme ça, ça nous permet d'avoir une identité de football africain? Je m'interroge, mais toujours est-il que le Cameroun, au pire des cas, Franck, doit au moins, si elle ne veut pas aller loin, tomber aux demi-finales. Parce que si les Camerounais sont éliminés en quart de finale, j'ai du mal à regarder les matchs parce que les stades vont être vides et les spectateurs ne vont pas du tout sortir. Donc la Gambie a sa chance demain face aux Lions indomptables. Absolument. Ils ont un collectif, vous l'avez dit, un mental assez fort. Oui. Un entraîneur, oui, qui connaît bien l'Afrique puisqu'il fait pratiquement une quinzaine d'années à sillonner tous les pays africains. Il a de l'expérience. Il est passé par le Togo. Quelles devraient être, on va dire, les forces des Scorpions face aux Lions indomptables? On sait qu'ils ont en leur sein le meilleur buteur de la compétition, Vincent Boubacar, 6 réalisations. Oui. Voilà. Ça va se jouer à quel niveau?
Je pense que les Gambiens vont en tout cas mettre en place un véritable équilibre physique. C'est-à-dire qu'ils vont jamais lâcher les Camerounais jouer de façon facile. Ils iront chercher les ballons dans les pieds de ces Camerounais. Ils vont se projeter vers l'avant. Mais je pense aussi que l'une de leurs forces va venir sûrement dans les couloirs où, voilà, que vous prenez Faye ou bien Tolo, ne sont pas aussi offensifs sur le plan jeu du côté camerounais. Et au même moment, je me dis que les Gambiens vont jouer un peu plus relâchés parce que de vous à moi, les Gambiens n'ont aucune pression. Je dis bien aucune pression. Et ils ont cette capacité-là en marquant un but de rester derrière, de bloquer et de procéder par des contre-attaques rapides. Et à force de ça, les Camerounais risquent peut-être de faire beaucoup de fautes, de sortir du match carrément. Mais aussi, si les Camerounais arrivent à prendre ce match-là par le bon bout, en marquant peut-être dans les 15, les 20, 30 premières minutes, ça leur permettra après de pouvoir se libérer parce que, vous l'avez dit, on a Vincent Boubacar qui est à un but de Roger Mila, de Osama Sad ou de Benny McCarthy dans une édition de Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas s'il a cet objectif-là en tête. Donc, pour Vincent Boubacar, il lui reste 3 matchs pour être encore champion d'Afrique, comme en 2017. Autour de lui, il y a Choupo-Moting. Je pense aussi que son départ du Bayern pour la CAN, ça doit être un objectif aussi motivant pour lui. Même si je ne le vois pas aussi peser dans l'attaque camerounaise, mais attention à Karl Toko Ekambi, que sur un deuxième ballon est capable de faire n'importe quoi et de pouvoir, pourquoi pas, renverser la vapeur face aux Gambiens de toutes les façons. Pour moi, c'est un match à suivre de très très près. Rien à dire, on va le suivre, Scorpion face au Lion. Mais les Scorpions peuvent lancer leur dard de toutes parts, on verra bien. Voilà. Et alors, on va dire tout simplement que la Gambie représente l'Afrique de l'Ouest. Les étalons du Burkina également sont dans la place. Ils jouent contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Et ça va être également un match important, même si la situation politique dans leur pays n'est pas ce qu'elle devait être. Mais les joueurs sont gonflés à bloc pour aller chercher les Aigles. C'est un véritable duel qui ne dit pas son nom, étalon contre Aigle du Carthage. Ce qui est bien du côté burkinabé, c'est presque on a la totalité des joueurs disponibles, avec Kamoumalo qui continue toujours de faire son petit bonhomme de chemin. On se rappelle de cette équipe burkinabé qui était en l'édition 2013 avec le Togo et qui a fini même finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai l'impression que Bertrand Traoré, Cyril Bayala et autres bandés ont une mission, même s'il n'y a pas tellement de bruit, tellement de lumière sur cette sélection burkinabé avec Tapsoba derrière. C'est un jeu certes offensif, même si parfois on lâche du lest, on est fatigué, on n'a pas vraiment cette constance-là dans le jeu, mais n'oublions pas que dans un match de football, il y a des périodes fortes comme des périodes faibles, des temps faibles, donc c'est compliqué pour eux de rester constants, mais attention à cette équipe tunisienne qui est passée par le petit trou des meilleurs troisièmes, qui a sorti le Nigeria. Et je me dis, est-ce que c'est le Nigeria qui nous a embelli d'un beau jeu sur les 3 matchs et derrière, tactiquement, a été bouffé? C'est une possibilité. Monder Kebayer avec ses hommes qu'il est presque en train de retrouver. Il y aura Wabi Kazri, il y aura Youssef Msakni qui est à sa 7e Coupe d'Afrique des Nations. Je me dis que oui, la Tunisie mine de rien aussi, avec sa science tactique, son jeu fluide, et puis en 2 touches de balle, rapidement on se retrouve dans le camp adverse. Les Burkinabés doivent faire attention à ces 2 joueurs que nous venons de citer. Msakni et Wabi Kazri, lui, qui est capable de marquer de 50 mètres, de 60 mètres. Je me dis, OK, aussi dans cette partie-là, il y aura c'est du 50-50 même. Je voudrais bien me mouiller, sans faire offense à l'équipe du Burkina Faso. La Tunisie a son mot à dire. La Tunisie est favorite à vos yeux. Très bien. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, il y aura ce match entre Maghrébins, les Pharaons d'Égypte contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Qu'on le veuille ou non, un doit repartir à la maison du côté du Maghreb. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est le meilleur latéral du monde qui va rentrer ou soit le meilleur attaquant africain, on pourra dire, de ces 2-3 dernières années? J'ai nommé Mossala et puis de l'autre côté Hakimi. Achraf Hakimi. Je pense qu'il y a match. Il y a match, surtout que les 2 équipes, les 2 sélections, au point sportif, l'Égypte est loin.
très loin devant cette équipe marocaine, que ce soit dans le temps passé ou sur les 5 dernières années. L'Égypte a toujours eu le dessus sur cette équipe marocaine. Mais attention, côté marocain, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu disputer le CHAN récemment, qu'on a remporté à domicile. Et donc, presque les joueurs qui ont disputé cette compétition se retrouvent avec Vahid Halilovic. En attaque, on a des joueurs intéressants comme En-Nesyri, qui évolue du côté du FC Séville. En défense, on a un joueur comme Achraf Hakimi qui est capable de centrer dans n'importe quelle condition et surtout de marquer sous des coups de pied arrêtés, parce que voilà, dans cette canne-là, il a eu la possibilité de le faire. Et de quelle manière? C'est important. Ils ont également Youssouf Bounou, qui est l'un des bons en portier de la Liga espagnole. Mais attention, en face, oui, il y a Mo Salah qu'on ne présente plus. Il y a Mohamed El Neni également. Il y a Omar Marmouche, oui, qui est un feu follet du foot égyptien. N'oublions pas qu'au-delà du sportif, ce sont des matchs également qui vont un peu plus dans le politique, parce qu'on veut avoir une certaine suprématie au niveau de l'Afrique du Nord. Vahid Halilovic a une mission, c'est de permettre à cette sélection-là d'aller un peu plus loin dans le tournoi. Est-ce qu'ils ont les moyens? Oui. Côté égyptien, on veut laver l'affront de 2019 lorsqu'on a été éliminé par l'Afrique du Sud. Carlos Queiroz, j'ai l'impression de vouloir miser sur cette équipe égyptienne qui ne fait pas aussi grand bruit, qui ne produit pas un jeu spectaculaire, mais sur le plan réalisme, j'ai envie de dire que l'Égypte va passer devant le Maroc. De toutes les façons, les Pharaons réussissent bien devant les Lions de l'Atlas du Maroc. On verra bien si ça sera le cas encore ce dimanche. Voilà, il n'y a que des stars, des joueurs de très haut niveau dans ces deux sélections. Et c'est sûr qu'on verra un très grand match. Et puis, le dernier quart, ce sera les Lions de la Teranga face au Zalang national, l'éclair national de la Guinée équatoriale. Une sélection qui avance, qui ne fait pas trop de bruit. 3 participations, 3 quarts de finale. Ah oui. Peu de sélections ont eu à réussir ça. Oui, il faut les compter au bout des doigts. Franck Bouyama est surtout sur la constance. Ce qui est bien pour le Nzalang, ce sont certes des joueurs binationaux, mais j'ai été toujours très critique à l'envers des joueurs qui sont nés à l'extérieur, mais qui portent la nationalité ou l'origine de leur pays, qui d'habitude ne se mouillent pas comme il faut dans un match de coupe internationale ou bien de coupe continentale. Mais là, je suis en train de découvrir une équipe nationale de la Guinée équatoriale qui est en tout cas tournée vers le jeu dans tous les sens. Je vous quitter la défense en passant par les milieux et surtout par les côtés et en terminant par l'attaque. Tous ces joueurs-là, que ce soit Ivan Salvador Edou, que ce soit Bikoro, que ce soit Nsoué, ce sont des joueurs qui ne lâchent rien. J'ai l'impression de voir, entre guillemets, excusez un peu le terme, des chiens affamés sur le terrain qui, sont capables, sur une action, d'aller même prendre le ballon, même avec la main de force, quoi. Ils ne lâchent absolument rien. Federico Bikoro l'a dit, s'il faut même transpirer du sang pour aller jusqu'au bout, nous sommes prêts à le faire. Et vous comprenez à suffisance qu'au fond de lui, ce n'est pas forcément le fait de gagner des primes avec la sélection qui compte, mais c'est de pouvoir marquer son passage au niveau de la sélection et surtout laisser un nom dans cette compétition. Et je pense que la Guinée équatoriale, arrivée en quart de finale, n'a pas du tout volé sa qualification. Ouais. Elle a battu proprement l'Algérie, et là, elle a sorti le Mali où personne, je dis bien personne, ne misait sur cette sélection parce que côté malien, il y avait tellement d'individualité et on se disait que non, les Aigles devraient normalement passer face au Nzalang. Ça n'a pas été le cas, mais attention, le Sénégal doit cravacher dur parce que depuis le début de la compétition, cette sélection ne me convainc pas. Je continue de le dire haut et fort. Elle n'a marqué qu'un seul but, et sur pénalty. Mais après, il y a eu d'autres buts, c'est vrai. Ils ont gagné 2-0. 2-0 face au Cap-Vert. Pour moi, cette équipe-là, je ne sais pas comment on peut avoir autant d'individualité, mais ne pas imposer un collectif aussi fort et impacter le jeu et surtout dérouter l'adversaire. Je ne sais pas aujourd'hui si on doit dire que les internationaux jouent avec frein à main. Je ne le crois pas, mais j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas une véritable feuille de route, un carnet de bord pour leur dire, messieurs, pendant les 15-20 premières minutes, jouez de cette façon-là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le Sénégal, si cette sélection veut aller loin et surtout,
on ne cessera jamais de le dire, veut gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut élever le niveau, changer autrement la façon de jouer et voilà, et s'imposer face à la Guinée équatoriale. Mais j'avoue que sincèrement, ça ne serait pas du tout du pain béni pour les Lions de la Teranga. Ça ne sera pas de la promenade, ni du gâteau, ni du chocolat pour les hommes de Aliou Cissé. Juste le rappel des 4 quarts de finale, samedi à 16h Gambie-Cameroun, 19h Burkina Faso-Tunisie, et puis dimanche on aura Égypte-Maroc à 16h, et puis Sénégal-Guinée équatoriale à 19h. Voilà, c'est dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot. Et on va parler foot féminin maintenant avec la nouvelle saison annoncée sur le 5 mars à venir, ce qui permet donc à Atleta de remettre son trophée, sa couronne en jeu. Beaucoup se posaient des questions. Qu'est-ce qui va arriver au foot féminin? Surtout que le Togo est engagé dans la dernière fenêtre des éliminatoires qui va aboutir à la compétition au Maroc cette année 2022. Je pense que le fait d'avoir communiqué sur cette date-là, même si pour moi elle arrive tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, dira-t-on. C'est bien. Ça permettra tout de suite aux différentes escouades, les patrons et patronnes de clubs de tout de suite commencer à mettre en place un budget, une planification et surtout arriver à avoir les joueuses qu'il faut. Parce que oui, on peut annoncer un début de saison, un calendrier de saison, un planning, mais toujours est-il que si vous n'avez pas le maximum de joueuses sous la main, ce serait compliqué de pouvoir faire la compétition sur le long terme. Donc, je me dis que déjà les entraîneurs, les encadreurs, les kinés et tous ceux qui tournent autour des clubs féminins seront en train de se frotter les mains en se disant tiens, on a du boulot à faire et donc tout de suite on va se positionner pour la période de mars qui arrive dans 1 mois et demi. Et donc, je pense que tout ça c'est bien fait. Maintenant, tout dépendra du format dont on a parlé, en fait, qu'on a communiqué. C'est le même format que chez les messieurs. Même si, voilà, je pense que c'est une amélioration qu'on a apportée à ce niveau. On aura 8 équipes, voilà, disposées dans 2 poules. Et donc, ça va se jouer presque en format classique, chacun ou bien chacune des équipes dans leur zone. Et puis derrière, on va mettre en place le format play-off. Et à partir de là, lorsqu'on va jouer les play-offs, c'est surtout aux play-offs que c'est compliqué. Oui, 2 de chaque côté pour les play-offs. Ça va faire, on va dire, un mini-championnat de 8 journées. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, à ce stade de la compétition que c'est souvent très, très difficile parce que les clubs ont envie, en tout cas, tous les clubs ont envie d'accéder à la finale ou bien en tête de classement. Mais vous comprenez que ce ne sont pas tous qui sont appelés, qui sont élus. Et donc, finalement, les équipes, ma foi, qui auront beaucoup plus de ressources humaines, je vais parler de joueuses disponibles, ce sont ces joueuses-là qui, normalement, devront faire l'affaire et permettre surtout à leur club de terminer en tête. De toutes les façons, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait dans les règles de l'art, tout en respectant non seulement les dotations qu'on doit donner aux clubs, ce qui est très important, parce que n'oublions pas, c'est pas parce qu'on parle du championnat foot féminin qu'on n'a pas besoin d'argent. C'est même à ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'argent à investir. Est-ce que la FIFA même apporte son aide à la fédération? Et on se rappelle bien la dernière Coupe du Monde 2019 en France, l'engouement que cette compétition a suscité au niveau de toutes les fédérations sportives à travers le monde entier, surtout ce qui concerne le football féminin. Je pense que la fédération a du pain sous la planche. Voilà, et à quelques dates à retenir du 7 février au 9, sinon au 19 mars, première période de transfert et d'enregistrement. Le 5 mars, début du championnat national féminin D1. Le 2 avril, fin de la phase allée du championnat. Le 4 ou bien du 4 avril au 29 avril 2022, il y a la seconde période de transfert et d'enregistrement. On va s'attarder maintenant sur le 13 avril, début de la phase retour du championnat. 15 mai, fin de la phase de poule du championnat. Le 28 mai, début des playoffs du championnat. Et puis le 26 juin, ce sera la fin du championnat national de football féminin au niveau de la première division. Et on va regarder du côté des messieurs ceux qui se préparent pour la 10e journée de la première division nationale de football. On a au total 8 matchs comme toujours pour le compte de ce 10e acte. Il y a des matchs dans la poule A et puis dans la poule B naturellement. Et du côté de la poule A, il y a un match au sommet. Un match au sommet entre Gomido et puis Dito. Il n'y a qu'un petit point entre les deux clubs. Dito est leader
est devant Gomido avec un point pour rester dans son fauteuil de leader. Les robots rouges sont obligés de faire au minimum un match nul. Ce que vous dites est assez pertinent. Maintenant, est-ce que Dito va aller du côté du grand stade de Palimé et se contenter du match nul, ou bien va essayer de grappiller les 3 points et surtout arriver à distancer un peu plus, on pourra dire, cette équipe de Gomido. Maintenant, tout dépendra également du discours que va sortir Bawa Bako à l'endroit de ses joueurs. Tout dépendra également de l'implication de ces joueurs-là qui vont être pris dans le 11 entrant. Ces derniers temps, on ne voit pas John Lawani qui avait même signé son tout premier but et en même temps son doublé de la saison face à Gomido. On se rappelle que Dito avait gagné au match aller 4-1, c'était au stade de Kégué. Et depuis, on ne voit plus John Lawani. On nous a parlé de blessures. Apparemment, c'est ce qu'il traîne. Voilà pourquoi il ne répond plus présent sur les feuilles de match. Et donc, il y a Justin Yéré qui est capable de faire la différence. Il arrive à soigner, en tout cas, ses finitions. Vous avez également Patumbi Kidina qui, parfois, oui, est capable de très, très bonnes choses, même si je le vois un peu brouillon, un peu évasif dans le jeu. Vous avez Jassima aussi, qui est un latéral intéressant du côté du Dynamique togolais, mais malheureusement, je ne le vois pas porter souvent la balle vers l'avant pour réaliser des centres. Pour moi, c'est un joueur qu'on n'utilise pas à fond du côté du Dynamique togolais. Maintenant, sur le banc, on ne cessera jamais de le dire. Il y a Denis Abalo qui est capable de nous sortir quelque chose de génial. On se rappelle de ce but-là qu'il a marqué récemment de près de 65-70 mètres depuis sa surface de réparation. Et donc, côté Dynamique togolais, voilà les forces en présence. Maintenant, côté Gomido, on se rappelle que sur les dernières rencontres, c'est une équipe qui est en train de monter progressivement en puissance. La dernière fois, face à l'Entente 2, c'était presque du 0-0, mais coaching payant pour Didier Amégan qui sort du banc à Tchèque Ahmed Koné et voilà, qui permet à cette équipe-là de repartir vers Palimé avec les 3 points dans son escarcelle, presque aux grandes dames des supporters de l'Entente 2 qui n'ont pas du tout apprécié ce revers in extremis. Maintenant, il y a également d'autres joueurs comme, je vais parler des Kouefoli qui est capable de porter la balle, de garder le ballon devant la défense. Vous avez également Yakubu Taofik, c'est un joueur qui a une technique au-dessus de la moyenne, mais aussi Didier Amégan annonce la présence de Chris Nawata. Je l'ai vu dans le match face à l'Entente 2. de Fouadan. Exactement. Ils ont fait venir aussi Womedové. Womedové, il le dit, et on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe? Il parle d'expérience, parce que Womedové, quoi qu'on dise, pour moi, c'est un joueur, je ne fais pas la publicité du joueur, mais c'est un joueur qui est capable, en une seule passe, ou bien une seule touche, d'éliminer 2-3 joueurs. Ça, c'est une réalité. On se rappelle de la saison 2017-2018, si je ne me trompe pas, lorsqu'il était au sein de cette formation de Gomido, il a apporté beaucoup. Et voilà, Gomido était même sur le continent après. Je me dis que oui, si jamais il est titulaire dimanche face à Dito, attention, ça pourrait, pourquoi pas, faire mouche pour son expérience qu'il va apporter à cette équipe-là. Maintenant, Gomido-Dito, oui, 4-1 à l'aller. L'équation... Psychologiquement, l'avantage est du côté des militaires. Oui, mais attention, sur les derniers matchs, Gomido a le vent en poupe et cette équipe-là veut continuer sur cette lancée-là. Maintenant, c'est à Bawa Bako de trouver la formule pour ne serait-ce que stopper l'avancée des Showboys. On va écouter d'ailleurs Didier Améga, le coach des Showboys. C'est un autre match contre Dito. C'est la seule défaite qu'on a eue à la phase aller. Je crois qu'on va bien se préparer. De toutes les façons, nous, on a joué d'autres matchs et il n'y a pas une recette particulière pour le match de Dito. On a eu à récupérer Chris. Il y a Dovo aussi qui va faire son apparition dans les prochaines journées. Je crois que le groupe est en train de se solidifier et on va faire une bonne saison. Par rapport à la phase aller, on a vu que l'équipe n'était pas forcément prête pour la phase retour. Vous êtes d'accord que c'est bon maintenant? Gomido est bien. Non, pas bon, mais je me rappelle que tu m'avais posé cette question à la phase aller. Je t'ai dit que moi j'ai confiance à cette équipe parce qu'on avait perdu énormément de nos cadres. Donc c'est une équipe qu'on a fait pour la phase aller. Donc il n'était pas encore imprégné de la physiologie de jeu. Maintenant vous voyez, ça joue bien, ça se déroule bien. Le football, il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas de la
la magie, quoi. Il faut travailler petit à petit, c'est une construction, la fondation, ainsi de suite. On a cette équipe qui n'a plus perdu depuis la 3e journée. On verra bien ce qu'il va se passer là-bas à Palimé dimanche. Un autre match qui s'annonce intéressant. Parce que là, les deux clubs ont besoin forcément de points. C'est Gboulessou qui accueille l'AS Togoport. L'AS Togoport dont l'objectif premier est de figurer parmi les 3 premiers pour disputer le mini-championnat, les playoffs, si vous voulez. Mais avant, il y a ce match aussi entre Entente 2 et puis Kotoko. Les jaunes de Kodjovia Kopeni Konakpoa Diololo qui ont trébuché la dernière fois. Je vous propose d'écouter le coach Maurice Aïvi. Le projet Nyako Rafat, nous sont des anciens. Et on a des jeunes. Avec ces anciens, on peut former une mayonnaise et puis ils peuvent les inculquer, leur savoir-faire, le déplacement. Certes, on le fait à l'entraînement, mais avec leur rapport sur le terrain, ça peut donner quelque chose. Vous n'êtes pas découragé pour les playoffs quand même? On ne suis pas découragé. Tant qu'on ne continue pas à travailler, on ne peut jamais se décourager. C'est que c'est un coup d'arrêt. On va l'accepter, on va rebondir la prochaine journée. À cause de la défaite, vous voulez dire que l'ambition peut changer de retour? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Sur cette même pelouse, ça devrait être facile. Hein. Non. En phase aller, non. En phase aller, c'est Kotoko qui nous a causé plus de problèmes. C'est un match que je veux sérieusement préparer pour les attendre. Je ne vais même pas regarder les statuts de dernier ou de quoi, non. On va jouer, c'était comme contre Dito. Si vous avez l'occasion de mettre 3-5 buts, vous allez le faire. Pourquoi pas? Les goals averages sont importants. On doit chercher ça. Maurice Aïvi, très focus sur l'objectif du club, celui d'être parmi les 3 premiers pour disputer les playoffs. Pas question de considérer les Porcs Épics comme le plus mauvais élève de la classe. C'est un match à préparer très sérieusement, dit-il. J'apprécie ce qu'il a dit, surtout de ne pas permettre à ses joueurs de comprendre ou de se dire que voilà, c'est Kotoko de Lavier, bon dernier au classement et donc on doit leur marcher dessus. Non. Et je pense que ce qu'il dit là, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à Saint-Paulin. Ce qui me fait mal pour cette équipe de l'Entente 2, ça joue bien, mais vous prenez des joueurs comme Junior Akakpo, Amouzou Kofiche ou encore Djako Arafat qui est arrivé dans ce groupe. Ça ne marque pas assez. Problème d'efficacité, de réalisme. De réalisme et surtout de déplacement en attaque. C'est-à-dire que le porteur de balle, lorsque justement il a cette solution-là de le donner à qui de droit, ce dernier n'arrive pas à bouger comme il se doit et à trouver le chemin des filets. Et c'est compliqué pour cette équipe de l'Entente 2 parce qu'il a dit quelque chose d'assez intéressant. À la fin, si jamais le goal différentiel est désavantageux pour l'Entente 2 de Lomé, mais a peut-être le même nombre de points que Dito ou bien Gomido, mais on prendra celui-là même qui a plus de buts marqués par rapport au moins de buts encaissés. Donc, il faut simplement améliorer beaucoup plus ses prestations. Si, face à Kotoko, on peut mettre 2-3 buts, mais attention, ce ne serait pas aussi facile parce que les Porcs Épics, lors du précédent match, ils ont dit qu'ils vont tout faire pour gagner face à Gboulessou. Sename Folivia l'a fait. Et est-ce que c'est le déclic enfin pour Kotoko de Lavier? C'est possible, mais aussi, ce qui caractérise cette équipe de Kotoko, c'est que Nyognoti, depuis le but qu'il a marqué lors de la première journée, il n'a plus marqué de but. C'est quand même incroyable, cette pauvreté offensive côté Kotoko. Mais il l'a fait la dernière fois. Peut-être que c'est un réveil qui ne dit pas son nom. L'Entente doit prendre ce match-là très au sérieux parce que Kotoko, oui, quand vous écoutez un peu les dirigeants autour, ils n'ont pas encore abdiqué. Hein. Pour eux, ils continuent de croire que le maintien est possible à défaut d'accrocher les playoffs. Pourquoi pas? On parlait de ce match entre Gboulessou et puis l'AS Togoport. Les deux clubs, forcément, ont besoin de points et il va falloir gagner. À domicile, les Requins mâles sont, on va dire, un peu mieux qu'à l'extérieur. Et sur ce match, nous allons écouter le coach adjoint des Portuaires, Sosina Sukuna. Toujours dans la même logique, mais en cherchant à gagner. C'est toujours travailler devant les buts, travailler devant les buts pour voir ce que ça va donner. On travaille devant les buts, mais sur le terrain, c'est autre chose. On va encore visualiser les vidéos et voir ce qu'il faut corriger pour améliorer le prochain match. Voilà, améliorer le prochain match. Et ce sera contre Gboulessou. Là-bas, ça ne va pas bien. Pour le moment, l'objectif dont a parlé le coach Oloufade Adekami, l'objectif du bureau exécutif des Requins mâles, c'est de figurer parmi les 3 pour aller disputer les playoffs. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Très compliqué.
très compliqué. Et Olufade n'aime pas perdre. Hein. C'est un entraîneur qui aime souvent aligner des victoires, qui ne joue pas forcément un football super plaisant, mais pour lui, c'est du réalisme tout pur. Sauf que ces derniers moments, c'est compliqué pour les requins mâles. On a l'impression que lorsqu'ils sortent des eaux, justement sur du littoral, ils se sentent desséchés, ils n'ont plus d'oxygène, ils n'ont plus cette envie ou cette force-là de venir à bout de l'adversaire. Et je me dis qu'il faut maintenant retrouver rapidement une autre façon de faire parce que, mine de rien, derrière, il y a des points qui se perdent et vous pouvez rapidement vous retrouver soit à la 6e, la 7e, voire la 8e place, la toute dernière, parce que vous n'êtes pas arrivé à engranger des points nécessaires de sortir la tête de l'eau face à l'Est Togopor, une équipe également qui, pour moi, peine énormément cette saison. On a ramené Brahima pour quel objectif? On ne voit absolument presque rien. Vous avez Akakpo Kouadjo qui, ma foi, je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur. Est-ce qu'il a des problèmes personnels ou bien ce sont les joueurs autour de lui, ses coéquipiers qui n'arrivent pas à le nourrir comme il se doit. Vous avez Issam Tchadjobo qui, oui, essaye, je dis bien par fulgurance. Ce n'est pas aussi régulier, ses prestations intéressantes au sein de cette formation. Vous avez également Larry Kamfit qui, ma foi, également a baissé de niveau, sensiblement de niveau. Et quand c'est comme ça, vous êtes un meneur de jeu, vous ne trouvez pas le génie, l'inspiration qu'il faut pour animer le jeu et surtout nourrir vos attaquants. C'est très compliqué. Maintenant, c'est un match de football. On peut arriver à gagner 1-0 en déplacement et se remettre dans le sens de la marche. Mais toujours est-il que à Kota, c'est compliqué. Je dis bien compliqué d'aller gagner là-bas. Un autre club de Lomé en sait quelque chose, l'AS OTR. Justement, l'AS OTR qui joue contre 11 Football Club. On ne va pas commenter, on va regarder ce qui va se passer dans le groupe B, la poule B si vous voulez, avec le leader qui joue, on va dire, dimanche à Kara face à l'AS Bina, qui n'a pas perdu contre, on va dire, le leader Asco lors de la phase aller. L'AS Bina qui reste pour moi l'équipe la plus intéressante. En tout cas, au-delà de classer Asco et l'ASCK, pour moi, c'est le véritable troisième larron qui essaye de bousculer presque toutes les choses là, dans cette poule-là. C'est un duel entre anciens internationaux, hein. Anciens internationaux. Balodossé et puis Wadjalantam, ils se connaissent parfaitement. J'imagine déjà la belle et franche accolade avant-match et après-match. Et donc, même si ce sont de bons amis, de bons frères, je pense que l'amitié ne fera pas place dans ce match-là parce que l'AS Bina aussi a besoin de points. L'AS Bina, la preuve aujourd'hui, les joueurs sont presque moulés dans ce que fait Wadjalantam. Et vous comprenez, avec un joueur comme Riliwan qui est là, qui arrive à marquer presque à chaque 2 journées. Je pense que c'est une constance qui ne dit pas son nom. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, il reste meilleur buteur ou co-meilleur buteur. Co-meilleur buteur avec Sylvain Karango. Voilà, Sylvain Karango. 6 réalisations. S'est réveillé en marquant le 6e but de la saison. Et donc, jouer face à Asco, ça reste une motivation supplémentaire. Surtout que l'AS Bina a tenu tête à l'ASCK et a permis à cette équipe-là, je vais parler de l'AS Bina, Riliwan a permis à cette équipe-là de rester toujours dans le top 3. Et derrière, ça se bouscule. Mais je me dis que Asco doit se méfier extrêmement de cette équipe-là et surtout ne pas jouer avec le complexe de supériorité parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Les playoffs ne sont pas encore annoncés. Il faut nécessairement faire le plein de points avant justement cette fenêtre des playoffs qui est souvent très, très décisive. L'ASCK reçoit Kakadel, qui baisse un peu en régime. Hein. C'est compliqué. J'ai l'impression que ils se rendent compte que jouer en première division, c'est très, très compliqué parce que ce n'est pas forcément le même niveau d'exigence, ce n'est pas forcément la même façon de jouer. Les équipes sont mieux préparées physiquement et tactiquement également, ça parle. Kembe Amako essaye de faire quelque chose, mais je pense que c'est seulement 2 victoires depuis le début de saison. C'est vraiment compliqué pour Kakadel, mais attention, je pense que le plus dur pour cette équipe, c'est de tout faire pour ne pas quand même rester à la 6e, 7e et 8e place, mais tout faire pour rester au moins au niveau du top 4. Avec ça, ça leur permettra en tout cas d'assurer leur maintien parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Kakadel capable d'accrocher les 2 premières places parce que pour moi, elles sont déjà dévolues
à ASCO et à la formation de la SCK qui, dans ce match-là, oui, part avec les faveurs des pronostics. Il y a un derby dans la poule B, ce sera Semassi Sahara Football Club. Sahara Football Club désormais menacé par Ifodje parce que les deux clubs ont 5 points et là, Semassi également a besoin de points pour le maintien. Donc, Semassi Sahara. Semassi dont on annonce une prochaine assemblée générale pour peut-être mettre en place un nouveau bureau. Mais est-ce que le bureau suffit pour permettre à l'équipe de retrouver rapidement les hauts du tableau? C'est une possibilité parce qu'on sent qu'il y a une véritable désorganisation au sein de ce club. Pour moi, c'est le club le plus désorganisé au Togo. Parce que vous ne pouvez pas quand même laisser n'importe qui gérer les choses n'importe comment. Les joueurs que vous avez à votre disposition ne sont pas gérés de manière convenable. Vous remplacez n'importe comment le staff technique. Vous prenez tel entraîneur aujourd'hui, après 3 matchs, on le vire, on prend quelqu'un d'autre et les anciens joueurs qui sont autour de l'équipe, chacun dit ou bien prêche pour sa paroisse. Je pense que quand vous agissez de cette façon, le football, c'est pas de la magie. C'est un ensemble de planification, chacun dans son rôle, et ça permet à l'équipe de pouvoir progresser. Tout comme Sarah, c'est les mêmes déboires. Et cette équipe-là, je ne sais pas par quelle alchimie elle est toujours en première division. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une zone de confort, vous avez l'impression d'être toujours le meilleur. Ce n'est pas le cas. Des fois, il faut tomber dans des situations difficiles pour mieux réfléchir, pour mieux rebondir. Pour l'instant, Sarah, pour moi, si cette équipe-là va en 2e division, ce ne serait pas du tout une surprise parce que on n'a pas fait les choses dans les règles de l'art et on ne force pas les choses quand on n'est pas bien organisé. Voilà, donc le dernier match, c'est Ifodje Unisport. Voilà, on va prendre le temps de nous préparer pour le multiplex qui a lieu demain après-midi et puis dimanche sur la référence sportive. Angelo Folico, merci d'être passé. Merci Franck et on se dit à très vite. À très très vite et l'homme à Dovon pour la vidéo. Coordination technique, Roméo Etor. À bientôt.